Le problème le plus urgent à régler est celui des Félagas. Edgar Faure refuse de négocier sous la contrainte et seul le Destour est en mesure de désarmer les partisans. Mais c'est à Bourguiba de trancher. Il pèse de tout son poids sur le parti. La guerre d'Algérie avait commencé. Les Français avaient peur de la contagion. Il y avait comme moyen de pression des Félagas. Le Destour favorisait ça parce que Bourguiba a toujours dit négociation et pression sur les négociateurs. Les Français ont dit aux Tunisiens il faut désarmer les Félagas, sinon la négociation s'arrête. Tout le monde était contre. Bourguiba a dit je vous demande de le faire, faites-moi confiance. Désarmer, c'est-à-dire qu'ils descendent ce que nous appelons nous la montagne avec leurs armes, qu'ils les remettent aux officiers français, qu'ils partent nus, comme on dirait. Non, ils l'ont fait pour Bourguiba à la demande de Bourguiba. En fait, Bourguiba redoute les ferments du désordre dont les Félagas pourraient envenimer l'État qu'il médite. Et il refuse toute surenchère violente alors qu'il préconise de procéder par étapes pour réussir une émancipation complète. Cependant, les discussions traînent. L'autonomie, c'est un partage que la bureaucratie complique à plaisir. Je vous rends l'hôpital et je garde le collège. On claque les portes, on renoue, on recommence. En tout cas, il faut sortir des faux-semblants. Edgar Faure discute de plus en plus souvent directement avec Bourguiba, ravi d'être à Matignon, mais guère plus accommodant pour autant. Bourguiba et Edgar Faure ont discuté et j'entendais des cris. Bourguiba crie. Jamais il l'aurait fait avec Mendès, jamais. Madame dit, vos conventions, c'est de la foutaise, vous savez très bien qu'elles ne tiennent que par moi. Finalement, les conventions sont prêtes, aussi détaillées qu'un contrat de mariage entre deux vieux amants qui traînent les inventaires de leur vie commune. Ennuyeuses à lire, mais au fond qui s'en soucie, puisqu'on sent déjà qu'elles sont inapplicables. J'ai compris par la suite que ni Bourguiba, ni Edgar Faure n'avaient lu le texte du projet de la Convention générale. En revanche, Tahar Ben Ammar et le président Coty les ont apprises par cœur. On les comprend. Le vrai scénario appartient au premier rôle qui rentre à Tunis pour la grande scène. Une flottille surchargée de drapeaux escorte le navire depuis le large et Bourguiba pleure d'émotion en apercevant la multitude qui a envahi le port de Tunis pour l'accueillir. La femme de Farhat Hached, celle de Hedi Shaker, deux victimes de la main rouge, le serrent sur la passerelle. Tout le gouvernement est là, les enfants du Bey et bien des notables qui ne l'avaient pas soutenu jusqu'alors. Yahya Bourguiba, vive le leader, il retrouve enfin la ville qu'il avait quittée 4 ans plus tôt entre deux rangées de gendarmes qui l'insultaient. Il va saluer le Bey, qu'il embrasse comme on retrouve le fils prodigue. Le temps où il lui renvoyait ses décorations pour lui reprocher sa faiblesse est bien oublié. Personne ne songe qu'il n'est encore officiellement rien, puisqu'il est en fait tout, et que ceux qui ont l'air d'être tout ne seraient en vérité plus rien sans lui. En voiture, sur des épaules, à cheval, il parcourt la capitale en folie. C'est le plus beau jour de sa vie, celui de tous ceux qui se pressent pour l'apercevoir, celui de son fils aussi, qui le protège comme il peut de l'enthousiasme collectif. On s'attendait à une très belle réception, mais c'était beaucoup plus. C'est le trouvaille. Comme ça, par lui, c'est beaucoup. C'était fou. Vivre vraiment comme ça, c'est déjà beaucoup pour une ville. C'est rare. Il faut convaincre maintenant les masses impatientes de la justesse d'une stratégie par étapes qui a permis d'éviter une épreuve de force aux conséquences imprévisibles. À Kérouan, la foule lui donne raison, mais au parti, beaucoup se rangent à l'avis de Ben Youssef, qui exige l'indépendance immédiate. Ben Youssef avait marqué, pendant la période de transition, une dépendance très nette vers les mouvements arabistes excessifs qui pouvaient entraîner la Tunisie dans une dynamique dont on ne voyait pas à quoi elle pouvait aboutir.
Ce n'est plus son vieux camarade qui revient du Caire, mais son rival désormais qui évite son regard et piétine ses directives. Ben Youssef appelle aux armes contre ce qui reste du protectorat. Ben Youssef cajole le bey pour le ranger dans son camp. Ben Youssef menace de s'emparer du Destour pour se faire reconnaître une victoire qui n'est pas la sienne. Nous avions le sentiment réfléchi que Bourguiba était l'homme de la modernisation de la Tunisie, de la libération de la société tunisienne. Mais Ben Youssef, on avait la nette impression que c'était un homme de conservatisme, un homme qui aurait beaucoup fait de compromis avec les forces de conservation sociale. Au congrès de Sfax, Bourguiba le dit en français, il faut crever l'abcès. Toutes ces tentatives de conciliation ont échoué et il mesure que beaucoup de militants pensent comme Ben Youssef. La stratégie des étapes est un renoncement aux valeurs et aux sacrifices des martyrs du mouvement national. Mais la magie du verbe, la conviction enflammée, arrache une majorité pour exclure Ben Youssef qui s'exile en hâte. Ben Youssef aurait été plus habile, moins arrogant, il gagnait. Et Bourguiba se sentait vraiment très très coincé. Nous étions 2 ou 3 autour de lui, comme il disait des marches. Il dit, enfin, ce type-là, il faut le tuer, parlant de Ben Youssef. Alors nous étions à l'époque très jeunes et très... On a horrifiés, on a tous eu des regards et des gestes horrifiés. Dis-moi, enfin, je dis n'importe quoi. C'est rétracté, mais l'idée de le tuer était là. On est plus joyeux dans les comités d'accueil qui saluent les visites en province du résident général de l'autonomie, à qui ces effusions de commandes paraissent extrêmement suspectes. Et si Bourguiba était en train de faire pression sur nous pour se débarrasser des conventions qui se vident chaque jour de leur sens, comme il s'est débarrassé de Ben Youssef? Il m'a répété le mot de Guy Mollet. Mais vous venez de signer les conventions. L'encre n'est pas encore sèche. Et vous nous réclamez de les dépasser, de considérer que ce sont des conventions caduques. J'ai dit oui. Les événements ont changé. Il y a 2 manières de faire passer une armoire par une porte trop étroite. Ou on casse le mur, ou on démonte l'armoire et on la remonte de l'autre côté. Sous l'œil froid de Manji Slim, Tahar Ben Ammar finit de remonter l'armoire en signant l'indépendance. Mais il sent bien qu'on lui reproche déjà d'avoir joué les menuisiers. Il sera injustement sacrifié sur l'autel de la révolution bourguibienne. Il n'y a plus d'obstacle entre le combattant suprême et le peuple tunisien. Enfin presque, si l'on s'en tient à la fiction selon laquelle le gentil papy qui inaugure la Constitution est encore le monarque d'un gouvernement totalement destourien dont Bourguiba est enfin le chef. Les héros de la lutte nationale ne veulent pas de mal au vieil homme fin et délicat qui n'a pas démérité. Ils partagent certes avec lui bien des souvenirs, mais de moins en moins de projets d'avenir. Bourguiba avait peur qu'on revienne sur l'indépendance. Il a été pris d'une frénésie de faire des choses irréversibles très vite. En bourrasque, en effet, Bourguiba déracine le pouvoir des confréries religieuses et sécularise leur domaine. Reconstruit complètement la justice et l'école, instaure l'état civil et promulgue le code du statut personnel qui assure l'égalité des femmes. Bourguiba a considéré que les Tunisiens, dans lui, ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Il a une opinion assez grande de la Tunisie, assez sévère des Tunisiens, des siens. Ça arrive souvent aux grands hommes. Mais l'idée que le Tunisien pourrait être adulte, démocrate, autonome, qui pense plus tard, après que son message aura fait son chemin. Il reste Lamine Bey. Curieusement, Bourguiba persiste à traiter le monarque avec une affection qui semble sincère et à laquelle le vieil homme répond avec la reconnaissance éperdue d'un condamné qui se croit gracié. Si Lamine Bey était resté, ses enfants, etc., tous les opposants au régime de Bourguiba, donc toutes les séquelles du youssefisme, toutes les séquelles du youssefisme, auraient trouvé la protection et le refuge chez la famille Bellica, ce qu'aurait reporté sine die
toute réforme fondamentale de la Tunisie, on aurait pataugé dans une situation inextricable. La visite officielle de Mohamed V donne le coup de grâce. Bourguiba s'offusque de devoir monter dans une voiture du cortège au lieu de partager la décapotable du roi du Maroc, qui traite de surcroît son infortuné collègue tunisien avec une courtoisie appuyée dont il se montre plus avare à l'égard du combattant suprême. L'Assemblée constituante planche depuis des mois sans conviction sur un projet de monarchie constitutionnelle. Elle est convoquée brusquement par Bourguiba qui se lance dans une diatribe contre le bey complice du protectorat. Il est moins éloquent que d'habitude, peut-être des souvenirs des temps difficiles où Lamine prenait sa défense. Mais la République est une formalité ratifiée de tout cœur par les belles de Tunis. Il n'y a plus de courtisans, plus de gardes, plus de serviteurs au palais bellical. Juste le dernier souverain fataliste d'une dynastie balayée comme un grain de poussière ottomane. Nous sommes rentrés, nous avons trouvé le bey dans la salle du trône. M. Mestiri, Ahmed lui a lu la décision de l'Assemblée constituante qui proclamait la République, nommé Bourguiba président de la République. Il a dit Allah Ibarak, que la volonté de Dieu soit faite. Allah Ibarak. Et il y avait dehors des photographes de presse. Et il m'a dit, s'il vous plaît, Aïchouldi m'a dit, s'il vous plaît, dites aux photographes de s'éloigner. J'ai dit aux photographes, éloignez-vous, sauf celui de la police. Spontanément, j'ai accédé à cette demande, parce que c'est comme ça. Il a demandé ça sur un ton tellement humble que je n'ai pas pu refuser. Et Bourguiba m'a toujours reproché ça. Il a dit, c'est lui qui m'a privé de photos historiques de Lamine Bey sortant du palais de Carthage. Pour les photos. Quelques mois plus tôt, Bourguiba présidait l'inhumation des cendres de Farhat Hached, avec Chénik, Tahar Ben Ammar, les enfants du bey, les camarades des Stouriens, au milieu d'une foule énorme, toute la patrie tunisienne et les acteurs de son indépendance. S'est-il alors demandé qui était vraiment le combattant suprême, le leader inspiré dont on inscrivait le nom sur les rues principales, ou le peuple qui montait avec lui pour s'incliner devant la mémoire de l'un des siens? لتهوي السماوات في رعدها لترمي النواعم نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وسكانها ألا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها يموت